Bienvenue sur Astro-Roche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre « À la rencontre des astéroïdes » chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Nous poursuivons notre série de podcasts, toujours en compagnie de Dr Patrick Michel, avec un épisode qui nous fait repartir dans l'espace, avec les missions spatiales qui permettent d'étudier les astéroïdes. Alors Patrick, pouvez-vous nous donner un aperçu des différents types de missions ? Oui, alors en fait, il y a 3 types de missions qui permettent d'explorer les astéroïdes. Alors, il y a les missions de survol, qui consistent en fait à envoyer une sonde qui va simplement survoler un astéroïde par un passage rapide à plus ou moins grande distance et puis partir vers d'autres destinations. Il y a les missions de rendez-vous, qui sont des missions qui consistent à atteindre l'astéroïde en se mettant à peu près sur la même trajectoire et rester autour de lui ou à proximité pendant un certain temps pour pouvoir l'étudier. Et il y a les missions de retour d'échantillon qui consistent non seulement à atteindre un astéroïde, à rester autour de lui un certain temps, mais aussi à prélever un échantillon pour le ramener sur Terre. Et du coup, ces 3 types de missions ont déjà été mis en œuvre ? Oui, absolument. Alors, concernant les survols, j'ai compté pas moins de 8 survols d'astéroïdes jusqu'à présent. Le premier s'est déroulé avec la sonde Galileo de la NASA en 1991, qui a survolé 2 astéroïdes, et je pourrais revenir précisément sur chaque survol lors d'un prochain podcast. On a eu aussi des survols d'astéroïdes pour, au final, faire un rendez-vous avec un autre astéroïde. Et puis, on a eu aussi des survols d'astéroïdes pour, au final, faire un rendez-vous avec une comète dans le cadre, par exemple, de la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne. Et ces survols, quelles en sont les limites exactement ? Alors, les limites d'un survol, c'est que comme on ne reste pas à proximité de l'objet, on ne fait que passer. Déjà, on a des images qui ne représentent pas la totalité de la surface de l'objet, qu'une face, à moins que par chance il tourne très rapidement sur lui-même et que le temps du survol soit plus long que le temps d'une rotation, mais ça n'est jamais arrivé, donc il nous manque toujours une partie. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, en fait, chaque nouvelle image d'un astéroïde nous a surprise. Donc c'était toujours à chaque fois une surprise, puisque par exemple le deuxième survol d'un astéroïde avec la sonde Galileo, l'astéroïde Ida, la première fois nous a montré la présence d'un petit satellite naturel, et donc on découvrait par un survol que les astéroïdes parfois sont des petits mondes comme la Terre et la Lune en petit, avec un gros objet autour duquel tourne un petit. Donc ça, cet intérêt-là, c'est qu'à partir du moment où jusqu'à maintenant on a été surpris par ce que l'on a découvert à chaque fois, eh bien on sait qu'avec un survol, même s'il y a des limites dont je vais parler, ça nous permet de découvrir ces mondes que sont les astéroïdes, que nous n'arrivions pas à appréhender simplement par les observations depuis la Terre de la lumière rémise depuis leur surface. Ça paraissait être des petits points lumineux, peut-être sans histoire, sans intérêt. Et en fait, les premiers survols nous ont révélé que ce sont de véritables petits mondes géologiques d'une complexité, d'une diversité incroyable. Le dernier exemple en date est la sonde Lucie de la NASA, qui doit aller voir les astéroïdes troyens qui partagent la même orbite que Jupiter, et qui, pour faire un test de ses outils de navigation et de ses caméras, a fait un survol d'astéroïdes dans la ceinture entre Mars et Jupiter, qui n'était pas prévu pour être un survol scientifique. Et en fait, ça l'est devenu parce que cet objet s'est révélé être non seulement un astéroïde binaire, c'est-à-dire constitué d'un gros astéroïde autour duquel tourne un petit, mais le petit lui-même... Grosse surprise. Exactement, parce qu'il est constitué lui-même de 2 lobes rocheux en contact, ce qu'on appelle un binaire en contact. Et ça a produit une excitation dans la communauté scientifique incroyable, alors qu'en principe, ce survol était simplement un test des outils de navigation. Donc déjà, ne serait-ce que d'avoir des images d'un nouvel astéroïde, on sait que jusqu'à présent, on a eu des surprises et que donc ça a un intérêt de continuer à en faire jusqu'à ce qu'un jour on soit plus surpris et qu'on se dise finalement maintenant on a une bonne représentativité de cette population si riche et si diverse. La limite qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avoir un modèle de forme en 3 dimensions extrêmement solide, puisque on ne voit toujours qu'une partie de l'astéroïde. Il faut alors extrapoler. Voilà, il faut extrapoler. Alors ça fait des incertitudes. La deuxième chose, c'est que à moins de passer à très grande proximité et sur un temps suffisamment long, il est difficile d'estimer la masse de l'astéroïde
Normalement, on fait ça en regardant comment l'astéroïde perturbe la trajectoire de la sonde du fait de sa gravité. Mais pour ça, comme les astéroïdes sont petits par rapport aux perturbations du Soleil et des planètes, il faut passer vraiment très près et rester suffisamment longtemps. Ce qui génère des risques. Ce qui génère des risques. Et donc, en général, ça ne se fait pas. Quand ça se fait, c'est très bien. Mais comme on a un modèle de forme qui est quand même avec des grandes barres d'erreur puisqu'il est extrapolé à partir d'images à 2 dimensions puisqu'on n'a vu qu'une face, du coup, pour en estimer la densité de l'objet, qui est la masse sur le volume de l'objet, eh bien, ça évidemment produit de grandes incertitudes, alors que la densité est un paramètre qui nous intéresse beaucoup parce qu'en la comparant avec la densité de météorites analogues, eh bien, la différence, par exemple, si elle est plus faible sur l'astéroïde, ça veut dire qu'il doit y avoir des grandes zones de vide pour réduire la densité globale. Et donc, ça nous donne des indications sur la structure interne. Alors, on perd cet aspect en général avec les survols. Et puis, bien sûr, on ne peut pas étudier de façon aussi exhaustive les propriétés de surface, la composition, qu'avec un rendez-vous. Effectivement. Et donc, concrètement, il vaut mieux faire un rendez-vous. Alors, si l'objectif... L'avantage du survol, c'est qu'on peut très bien décider de faire des survols d'astéroïdes alors que notre objectif est très différent. La sonde Galileo est allée voir Jupiter et elle en a profité pour faire des survols d'astéroïdes. De même, la sonde Rosetta, qui allait voir une comète, elle en a profité pour faire des survols. Donc, ça vaut le coup de le faire parce que chaque nouvelle image nous en apprend malgré tout beaucoup. Maintenant, si l'objectif est vraiment d'avoir une compréhension globale, exhaustive d'un astéroïde, évidemment, le rendez-vous reste privilégié, mais il a quand même des conséquences sur les opérations. D'abord, le temps pour atteindre l'astéroïde est en général plus long, parce que pour faire un survol, on peut aller, pour simplifier, tout droit dans l'espace et croiser l'objet et partir sur d'autres destinations. Et ça, du coup, on peut le faire vite. Oui. En revanche, pour se mettre à une position de l'astéroïde qui nous fait arriver à une vitesse relative assez faible pour pouvoir s'insérer auprès de lui, ça nécessite en fait de faire des tours autour du Soleil jusqu'à l'atteindre pour arriver avec une vitesse faible, parce que si on arrive tout droit en le croisant, il faudrait une quantité phénoménale de carburant pour freiner et s'insérer. Donc ça nécessite d'énormes calculs mathématiques. Alors ça nécessite des calculs mathématiques qu'on sait faire, mais c'est vrai, c'est des opérations sympathiques pour ceux qui aiment le calcul des trajectoires. Et puis ça nécessite aussi des temps plus longs. Par exemple, la mission Hayabusa 2 qui est allée voir l'astéroïde Ryugu pour en prélever un échantillon, on en parlera plus tard, eh bien, elle est partie le 3 décembre 2014 et elle est arrivée vers Ryugu le 27 juin 2018. Donc, elle a mis presque 4 ans, alors que Ryugu partage une trajectoire qui est quasiment au voisinage de la Terre. Ah oui, ça reste notre voisin. Ça reste notre voisin, mais pour l'atteindre et s'assurer que la sonde va rester à proximité tel que c'était prévu, en fait, il fallait faire plusieurs tours autour du Soleil avec des passages, des survols de planètes pour s'accélérer, et de telle sorte qu'on arrive doucement, et ça permet de ne pas embarquer une quantité de carburant qui serait complètement phénoménale. Donc les rendez-vous sont évidemment plus scientifiquement riches et complets, puisque ça permet soit de se mettre sur une orbite qu'on va appeler parking, parallèle à l'orbite de l'astéroïde, à une distance, par exemple, dans le cas d'Hayabusa 2, ils se sont mis à 20 km de l'astéroïde et ils le suivaient. Et là, si en plus l'axe de rotation, il est perpendiculaire à la trajectoire de l'astéroïde, il tourne sur lui-même, on le suit en parallèle, et du coup, on a toute la couverture de la surface. Donc ça, c'est intéressant, sauf peut-être les pôles qui sont bien sûr en haut et en bas et donc moins accessibles pour les images. Mais après, on peut s'amuser ce qu'ils ont fait à s'approcher à plus basse altitude, notamment pour prélever des échantillons et avoir des images vraiment extraordinaires. Exactement. Donc ça, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la méthode en anglais de hovering. Ça veut dire qu'on suit l'astéroïde sans se mettre en orbite autour de lui. On se met sur une orbite approximativement la même, à 20 km de différence, et on le suit. Et du coup, voilà, c'est très sécurisant, parce que se mettre en orbite autour d'un corps qui fait parfois uniquement quelques centaines de mètres de diamètre, voire moins, ça nécessite de se mettre très près autour de lui, parce que sa sphère d'influence, c'est-à-dire la distance au-dessous de laquelle son attraction permet de se mettre en orbite, peut être très faible. Ah oui. Et c'est ce qu'a choisi, par exemple, la mission Osiris-Rex de la NASA, ou la mission Near-Shoemaker de la NASA, toujours, qui s'est mis en orbite autour d'Eros, qui était plus gros, lui, il faisait 17 km de diamètre, donc on pouvait faire des orbites à plus haute altitude. Mais dans le cas d'Osiris-Rex, l'astéroïde était Bennu, il faisait à peine 500 mètres de diamètre, elle a dû faire une orbite à 1 km de distance de l'astéroïde, qui est d'ailleurs le record, c'est l'orbite la plus basse
qu'on ait faite autour d'un corps céleste. Mais je dirais que le record est dû au fait que l'objet étant petit, on était obligé de venir se mettre à proximité. Donc pour battre des records, il faut faire du spatial. Ah ben là, on bat de sacrés records et c'est quand même des challenges magnifiques parce que l'environnement de l'astéroïde, il est compliqué quand même. Donc on est très loin. Là, on était à plusieurs centaines de millions de kilomètres. Donc c'est quand même des choses assez compliquées, mais que les ingénieurs des opérations de nos agences savent faire de façon absolument magique pour moi, mais en fait tout bien calculé. Et là, donc du coup, voilà, donc soit on se met en orbite, soit on fait du hovering, et donc on peut étudier de façon complète et exhaustive toute la surface de l'objet, en faire un modèle de forme en 3 dimensions, compter tous les cratères, ce qui nous permet d'avoir une sorte de chronologie de surface. En les comptant, on sait combien de temps c'est accumulé pour les faire. Connaissant la population des impacteurs, ça nous donne un âge de surface. On peut faire des tas de choses, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu vraiment mesurer l'incroyable diversité de structures géologiques qu'on a sur ces objets, qui va d'avalanches à des bassins, à des structures qui ressemblent à des fractures, à des roches de différentes morphologies. Et c'est un petit peu comme le détective qui prend son temps pour enquêter sur une scène de crime et voir tous les indices qui permettent de reconstruire l'histoire de ce qui s'est passé dans cette scène. Et nous, on fait ça pour les astéroïdes, on veut reconstruire leur histoire, et donc ça nous permet d'avoir aussi la mesure de l'hétérogénéité. Par exemple, les instruments qui s'intéressent à la composition, en restant sur place, peuvent voir si la composition est homogène sur toutes les portions de surface. Et oui. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment l'avantage des rendez-vous. Les rendez-vous permettent de mesurer une grande quantité de propriétés. Alors pourquoi se compliquer la vie à ramener des échantillons, comme l'ont fait plusieurs missions du coup ? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. On pourrait se dire que depuis le sol, c'est compliqué d'avoir une compréhension solide de la composition des astéroïdes à partir des longueurs d'onde renvoyées de la surface. On arrive à faire des classifications, mais qui restent sommaires. Donc, on envoie directement une sonde avec des instruments, des spectromètres, des imageurs dans différentes longueurs d'onde qui vont nous permettre de mesurer la composition in situ. Et on le fait d'ailleurs, on peut identifier certains minéraux, comme par exemple des phyllosilicates, qui sont des minéraux hydratés, qui ont vu l'eau. On peut identifier s'il y a des carbonates, s'il y a du silicate. Ça, on arrive à le faire. Et c'est déjà très bien par rapport aux observations depuis le sol. Simplement, pour répondre à des grandes questions, telles que quel est le rôle des astéroïdes dans l'origine de la vie sur Terre, quelles sont les propriétés des ingrédients initiaux qui sont à la base de la formation des planètes et qui étaient présents au départ dans le système solaire et qui sont contenus dans les astéroïdes, le niveau de précision qu'il nous faut pour les mesurer ne peut pas être embarqué dans les instruments spatiaux, parce que les instruments spatiaux sont limités en masse, sont limités en dimension, et seuls les instruments que les cosmochimistes, comme on les appelle, utilisent sur Terre peuvent atteindre ce niveau de précision. Il faut savoir que certains instruments tiennent carrément dans une grande pièce. Donc pour connaître l'histoire du système solaire, il faut vraiment ramener des échantillons. Ah oui, parce qu'il faut pouvoir faire des datations, donc dater le matériau, faire des mesures de ce qu'on appelle de composition isotopique qu'on peut comparer à celle des météorites, analyser aussi par exemple la structure de la matière organique s'ils en contiennent, savoir est-ce que cette structure est la même que la structure de la matière organique du vivant. Et tout ça, on ne peut pas le faire avec des instruments embarqués. On est obligé de ramener des échantillons avec un deuxième avantage. Donc déjà, le premier avantage, c'est qu'on peut faire des mesures qu'on ne peut de toute façon pas faire avec des missions de rendez-vous et qui permettent de répondre à ces grandes questions. Et la deuxième chose, l'avantage, c'est qu'une partie de ces échantillons, 70% en général, sont gardés pour les générations futures qui bénéficieront de nouveaux instruments encore plus sophistiqués qui permettront de faire d'autres mesures. Et donc, c'est des investissements pour des générations de chercheurs et pour des découvertes sur le long terme. On continue à analyser les échantillons ramenés par les astronautes des missions Apollo, les échantillons de la Lune, parce qu'on a de nouveaux instruments, on découvre de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment une richesse incroyable offerte par ces missions de retour d'échantillons qui, on en a eu 3 pour l'instant vers des astéroïdes, on ramené tous les 3 des échantillons, et parfois même avec des quantités au-delà de nos espérances. Dans le cas d'Hayabusa 2, 5,4 grammes au lieu de 100 mg, et Osiris-Rex, 120 grammes, 121,6 grammes exactement, au lieu de 60 grammes. Donc c'est vraiment des succès, mais au prix quand même de risques supplémentaires, parce que les opérations de récolte, c'est pas facile, surtout des millions et des millions de kilomètres. À des millions et des kilomètres, surtout qu'en plus, les hypothèses jusqu'à présent qu'on a données aux ingénieurs des opérations pour pouvoir atterrir étaient fausses.
Donc, ils ont dû revoir leur stratégie de récolte et de descente vers l'astéroïde sur place. Donc, ça ajoute de la complexité. Aller dans l'espace, on sait le faire, mais faire des allers-retours, ça nécessite de s'assurer que toutes les opérations qu'on fait sur place lors du rendez-vous, eh bien, ne posent pas un risque pour la sonde. Quand on fait un rendez-vous qu'on sait qu'on va pas revenir, on peut prendre beaucoup plus de risques, parce qu'une fois qu'on a fait certaines mesures, on s'amuse un peu. Ce qu'a fait la sonde NIR Shoemaker de la NASA, elle a fini par atterrir sur Eros, ce qui n'était pas prévu au départ. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, et elle a continué à mesurer des choses. Oui. Mais comme on voulait pas la ramener, on s'est dit, on prend le risque. Oui. Par contre, une mission de retour d'échantillon, c'est toute une autre affaire, puisqu'il faut ramener la sonde en entier. Donc, il y a un prix à payer pour cette connaissance à laquelle on ne peut pas accéder uniquement avec des missions de rendez-vous. C'est pourquoi on ne peut pas faire des tas de missions de retour d'échantillon qui sont plus longues en plus. Donc, les coûts des opérations est encore plus long. Enfin, ça multiplie les coûts. Et donc, il faut bien choisir les cibles que l'on veut atteindre pour qu'elles aient vraiment une pertinence scientifique et une bonne raison qu'on veuille en ramener des échantillons par rapport à un rendez-vous qui nous permet quand même d'accéder à une quantité de connaissances phénoménales, et sans négliger les survols qui sont toujours des choses extraordinaires tant qu'à chaque fois, on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je compte pas moins de 10 missions qui sont actuellement en développement ou en vol vers des astéroïdes par différentes agences dans le monde entier, y compris d'ailleurs des nouveaux acteurs tels que les Émirats arabes unis, parce qu'on se rend compte de la richesse des connaissances à laquelle on accède avec ces missions, que ce soit des survols. On peut choisir de faire une mission qui, au lieu de faire un rendez-vous avec un astéroïde, fait le survol de plusieurs astéroïdes, ce qui est le cas de la sonde Lucie de la NASA avec les astéroïdes troyens, et de la sonde des Émirats arabes unis, mission dans la ceinture des astéroïdes. Ou alors, on peut choisir un objet spécifique, tel que l'astéroïde Psyché, dont on pense qu'il est métallique et on voudrait comprendre ce que ça veut dire. Donc, on a vraiment un engouement international pour ces missions, que ce soit pour ces différents types qui sont tous représentés. La Chine elle-même va faire sa mission de retour d'échantillons d'astéroïdes. Mais d'ailleurs, je pense qu'on en parlera dans d'autres podcasts. Ici, on voulait simplement donner un aperçu des types de missions et quelles sont leurs limites et leurs avantages. C'est absolument extraordinaire, cet intérêt au niveau international porté par les missions vers les astéroïdes. Et d'ailleurs, nous consacrerons bientôt un podcast à ces missions en cours ou en développement. À bientôt, Patrick Michel. Merci.